Dans cette vidéo, nous allons expliquer la première partie du développement du discours de la servitude volontaire. Donc après l'exorde, il y a effectivement une question qui a été posée. Pourquoi tant d'hommes obéissent-ils à un seul? Et il va donc explorer une première hypothèse. La première hypothèse est assez simple. On peut, nous dit la Boétie, expliquer les mécanismes de l'obéissance. Et il va donc accumuler des arguments pour explorer cette hypothèse et éventuellement pour la valider. La première explication est assez simple et assez logique en quelque sorte, assez évident. Nous obéissons parce que nous y sommes contraints par la force. La Boétie souligne bien que c'est un cas de figure assez fréquent. Il dit bien que c'est souvent le cas. Il nous dit même plusieurs fois qu'il s'agit de la force des armes, la force de la guerre. Et il nous dit également qu'il ne faut pas trop s'en étonner. Donc la seule solution dans ce cas-là, c'est d'attendre une occasion qui pourrait venir et qui ferait que le droit du plus fort pourrait cesser en quelque sorte. Pour la Boétie, l'explication de la force, de la contrainte, c'est la plus évidente et peut-être la plus digne, puisqu'on obéit, mais on est en quelque sorte encore conscient que la situation n'est pas normale. On ne fait que supporter, on attend une occasion, un avenir meilleur. Alors attention, ici la force doit être comprise comme la violence physique, celle de la guerre, celle des armes. Il ne parle pas de violence symbolique implicite qui passe par exemple par un système de normes sociales, de conformisme contraignant, d'injonction. Ce type de violence symbolique n'est pas étudié en tant que tel au XVIe siècle. C'est en fait uniquement à partir du XXe siècle que ce type de violence sera étudié et ce vocabulaire injonction, conformisme, normes sociales, c'est un vocabulaire qui appartient également au XXe siècle. Donc attention évidemment à ne pas plaquer une analyse anachronique sur le texte. Par contre, bien entendu, même si la Boétie ne pense pas à ce type de violence, nous lecteurs, nous pour qui c'est en quelque sorte notre grille de lecture habituelle, nous y pensons. Le deuxième argument pour expliquer l'obéissance est moins évident que le premier argument sur la force. C'est l'argument de la vertu. On obéit parce qu'on admire la vertu du prince qui gouverne. Si celui qui gouverne a en effet montré des qualités et prouvé qu'il gouvernait, nous dit la Boétie, avec prévoyance, avec courage, avec prudence, il y a un lien de confiance qui se tisse entre lui et ceux qui obéissent. Autrement dit, ce cas de figure pourrait s'apparenter à ce qu'on appellerait un prince vertueux. Et ça joue sur un ressort qui est très important de la nature humaine, sur lequel la Boétie reviendra un peu plus tard, qui est la notion de philia. Et il y fait référence à la philia à travers le mot d'amitié qui débute ce paragraphe. Alors, que vient faire l'amitié, la philia ici ? La philia, pour les Grecs, notamment pour Aristote qui définit le terme, c'est un lien d'affection. Un lien d'affection fort que nous tissons entre nous en dehors de tout aspect utilitaire. Nous aimons l'autre en tant que tel, sans considérer ce qu'il peut nous apporter, sans chercher à nous servir de lui. C'est une sorte d'amitié pure qui est donc propre aux hommes. Cette amitié entre les hommes est donc une tendance naturelle et qui explique pourquoi les hommes naturellement se rassemblent pour vivre en société. C'est le lien social qui se tisse entre les personnes d'une même nation. Alors cette idée de philia, bien sûr, elle ressemble très fortement au concept de fraternité qui est forgé au XVIIIe siècle. La fraternité est la reconnaissance de l'autre comme un double de moi-même, un autre qui est égal en droit et en dignité à moi-même. Alors cette idée de philia, chez les humanistes comme la Boétie, elle est très importante. Et on voit ici que l'explication pointe qu'il y a ce ressort fondamental chez l'être humain, la philia, comme si les hommes obéissent volontiers à un maître qu'ils perçoivent comme vertueux parce qu'ils y seraient poussés par une tendance naturelle au vivre ensemble, dirions-nous à notre époque.
Alors on pourrait croire qu'avec cet argument, la Boétie a trouvé une réponse positive à sa question de départ. Les hommes obéissent soit par contrainte, premier argument, soit deuxième argument, parce qu'ils considèrent l'autorité comme légitime. Mais ce serait oublier l'Exode. En effet, la Boétie a bien précisé dès le début que tout gouvernement fait par un seul est à rejeter. Pourquoi ? Parce que, même vertueux comme c'est le cas ici, le prince peut du jour au lendemain décider de n'être plus vertueux. Il n'y a donc rien d'assuré, rien de stable dans un tel régime. Et d'ailleurs, il nous précise que si on transporte ce prince ailleurs, dans un autre lieu, il n'est pas certain du tout que le lien d'affection entre le peuple et le roi fonctionne encore. La troisième explication qui est envisagée est celle de la lâcheté, la couardise. Alors ce passage, il est extrêmement célèbre et évidemment il est célèbre parce que on y retrouve une indignation, une exaspération et surtout une incompréhension qui croissent au fur et à mesure. L'incompréhension, elle est marquée par la nature même du tyran, caractérisé comme étant lui-même faible et comme étant encore plus couard que les autres. Et ce passage, il est très important également parce que la Boétie fait la distinction entre obéir et servir. Il s'agit bien ici, par rapport au paragraphe précédent, où il parlait d'obéissance contrainte ou bien d'obéissance voulue, d'une soumission. C'est une obéissance qui est sous la forme d'une défaite de la volonté. Celui qui obéit ne pense plus qu'il est possible de vivre autrement. Il ne pense plus que ce qu'il est en train de vivre n'est pas normal. C'est ainsi que de la lâcheté, la Boétie passe à la quatrième explication, l'absence de volonté. Cette explication est sans conteste ce qui fonde l'originalité même de l'analyse de la Boétie. Il va montrer en effet que l'absence de volonté résulte d'un oubli de la liberté, part naturelle et fondamentale de l'être humain, essence même de sa dignité. Et pour prouver que les hommes oublient la liberté, il va prendre appui sur un premier exemple, l'amour de la liberté qui motive les hommes au combat. Une armée de citoyens libres remporte les combats car ils sont bien plus ardents au combat qu'une armée de mercenaires. Alors bien entendu, pour nous lecteurs du XXIe siècle, pour nous lecteurs français, on pense immédiatement avec ce paragraphe aux volontaires de Valmy, puisque notre imaginaire républicain est construit de cette façon-là. On pense à cette grande armée qui va vaincre les Prussiens au moment où la monarchie française est tombée, en 92. Valmy, c'est vraiment le symbole même de la République en marche, de la République en armes, symbole qui se trouve évidemment sur l'Arc de Triomphe à Paris. Donc c'est vraiment un symbole très très fort et ça apparaît immédiatement. Ce qui surgit également dans l'esprit du lecteur actuel, c'est évidemment à ce moment-là certaines strophes de la Marseillaise ou du chant du départ, qui est un petit peu le frère, en tout cas c'est pensé comme ça par les révolutionnaires, le chant du départ c'est le frère de la Marseillaise, c'est comme ça que c'est indiqué, et dans ces strophes-là, la liberté, elle combat avec les défenseurs, avec les citoyens, elle nous accompagne, elle ouvre même la marche, elle guide nos pas. Donc c'est évidemment tout cet imaginaire républicain qui est convoqué lorsqu'on lit ce paragraphe sur l'armée de citoyens. Mais bien entendu, la Boétie, il ne connaît pas 1792. Par contre, la Boétie, ce qu'il a en tête, c'est la fameuse victoire des Grecs contre l'invasion perse et en particulier le sacrifice extraordinaire des 300 meilleurs guerriers menés par Léonidas et qui va sauver la Grèce de l'invasion des Perses. Donc il pense en fait à cette armée de citoyens libres qui défendent à tout prix cette liberté.
Ne pas vouloir la liberté, c'est vraiment pour la Boétie une aberration. C'est incompréhensible, c'est totalement paradoxal. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humaniste, la liberté est le fondement de la dignité humaine. Elle est propre à notre nature, c'est ce qui distingue véritablement la bête et l'homme. Donc liberté et volonté sont absolument liées. On veut la liberté. Et donc, quand on la veut, on l'obtient tout simplement parce qu'elle est déjà en nous. Elle nous appartient déjà, il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Elle est là, on a juste oublié qu'elle était là. Et cette idée, elle est répétée plusieurs fois dans le passage, avec des métaphores. Par exemple, la métaphore du peuple qui se coupe lui-même la gorge. La métaphore du feu de bois qui cesse, qui s'éteint si jamais on ne l'alimente plus. Donc exactement comme la liberté qu'il ne faut pas oublier. Il reprend également cette idée dans un passage très célèbre, très éloquent, où il y a une véritable exhortation au peuple. Ici, la Boétie apostrophe directement le peuple, l'accuse de créer lui-même le tyran, d'être son complice, d'être le receleur des vols de ses propres biens. Et il va même très loin en accusant le peuple de produire tout ce que le tyran a besoin pour l'exploiter. La Boétie finit donc par l'image du colosse, la métaphore du tyran, une statue monumentale, un colosse que le peuple construit et dont il faut simplement enlever la base pour qu'il disparaisse. Sans le soutien du peuple, sans sa base, donc le tyran s'effondre. Ainsi, à la question de départ qui était pourquoi tant d'hommes obéissent-ils à un seul? La Boétie a exploré une première hypothèse, il a donné des explications. Mais en fait, rien n'était satisfaisant dans ces explications. Ces arguments, à chaque fois, aboutissent à une réfutation ou bien à des nuances, ou alors, dans le cas de la dernière explication sur l'absence de volonté, à un paradoxe qui est encore plus fort, puisque au final, il est arrivé à la question suivante, pourquoi les hommes ne veulent-ils pas être libres? Donc on a avancé dans la réflexion, mais en réalité très peu. On a au contraire renforcé le paradoxe de départ. Cette impasse dans la réflexion est une situation qu'on retrouve dans plusieurs œuvres philosophiques. On appelle ce type d'impasse une aporie. En fait, il n'y a pas de réponse satisfaisante à la question. On a en quelque sorte échoué dans la réflexion. Donc dans une réflexion philosophique, politique, l'aporie, c'est toujours un point d'arrivée dans la réflexion, mais c'est un point d'arrivée qui va servir de point de départ pour d'autres philosophes, d'autres penseurs qui vont reprendre le point d'arrivée et qui vont essayer de continuer la réflexion. Et c'est précisément cette aporie laissée ouverte par la Boétie qui va faire la fécondité de ce texte, car les auteurs par la suite vont justement reprendre sa réflexion et chercher à résoudre l'aporie, par exemple en repartant de cette idée d'amour de la liberté. Mais pour la suite de son développement, la Boétie va relancer son questionnement en cherchant à comprendre comment se fabrique la domination et plus précisément comment se fabrique le désir d'être dominé.